Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. J'espère que vous passez une très bonne journée. La vidéo d'actualité que je suis en train de tourner et que je vous présente va sortir un petit peu plus tard que d'habitude, pour la raison simple que je suis en train d'expérimenter certains outils de forme pour rendre le tout un peu plus intéressant. On va commencer par le marché. Alors, analyse très simple, hein, on est en train de poursuivre la baisse, et ça je pense que vous pouvez l'observer par vous-même. Pour le moment, en réalité, c'est assez stable au niveau de Bitcoin. On est sur du 26 000, Ethereum un peu en dessous de 1007. Ça a assez peu bougé en réalité hein, sur la dernière heure, le dernier jour. Pour le moment, rien d'inquiétant de ce côté-là. Dans tous les cas, nous, on veut que ça baisse un peu plus. Pourquoi? Tout simplement parce que on veut des opportunités pour entrer. Et je vous propose d'ailleurs qu'on aille voir quelques graphiques sur TradingView. Je vais vous montrer 4 cryptos dont on a déjà parlé hier, mais que je vais suivre vraiment de façon quotidienne pour potentiellement entrer un peu plus. Donc Bitcoin, il continue sa baisse. On va se mettre ici en daily, hein, chose que je fais assez rarement. Je préfère clairement une vue plus reculée en weekly. Mais là, pour l'occasion, ça peut être intéressant de voir de façon un peu plus fine ce qui se passe. Donc Bitcoin, il n'y a rien du tout, c'est ce qu'on avait dit. Ethereum, c'est pareil. On va aller regarder Matic. Matic, c'est intéressant parce qu'il continue vraiment sa baisse. Vous voyez, on se met en daily, là on voit, on a eu cette espèce de baisse un peu tendancielle depuis mi-juillet, pendant presque un mois jusqu'ici. Et là, on a eu une baisse assez forte depuis le 15 août. Quelque chose qui pourrait ressembler en fait à un bear flag. On a eu 3 jours de quelque chose d'un peu mou qui va vers le haut et qui rebaisse, hein. Vraiment quelque chose comme un bear flag dans cette zone ici. Et moi, ça m'intéresse parce que si on va encore plus bas, il y a des zones que je considère pour acheter. Notamment la zone que vous voyez en vert ici, en dessous des 50 centimes. À vrai dire, on pourrait même la baisser un peu parce que, à titre personnel, je vais plutôt aller chercher quelque chose en dessous des 45. Vu que mon dernier point d'entrée c'est 55, je vais lisser en allant beaucoup plus bas. Et notez la ligne violette tout en bas ici, c'est le prix le plus bas depuis un an, donc depuis juin 2022, et anciennement depuis avril 2021. Donc oui, Polygon, on a pu l'avoir pour moins cher, mais c'était il y a vraiment extrêmement longtemps avant que le projet soit connu. Si on retourne dessus, au niveau des 30 centimes, je pense qu'il y a vraiment de très beaux coups à faire à ce moment-là, et on parlera d'investissements plus lourds que ceux qui ont été faits jusque maintenant. On peut continuer avec Phantom, qui est aussi dans une configuration intéressante et que je vais regarder de façon quotidienne, donc je vous partagerai rapidement mon point de vue sur le Phantom. Pour le moment, on est dans une zone très intéressante. Je surveille, on voit que le RSI, même en daily, est au-dessus de 30, alors je pense que l'indicateur n'est pas super pertinent. Mais voilà, là je cherche des points d'entrée, j'attends des corrections un peu plus fortes, et je vais certainement en acheter. Aussi vrai pour Cake, même si, il faut le dire, pour le moment, ça fait pas envie. Moi je pense que le projet est toujours bon, je pense que il y a un moment ça va repartir à mon avis. Et là vous le voyez, on est en dessous des 1,30$, hein, clairement c'est les plus bas depuis presque toujours, hein. On va les regarder à nouveau. Vous voyez, on peut se mettre en vue mois. La dernière fois qu'on a vu ces valeurs-là, c'était en janvier 2021. Vous voyez, là, on vient de rebondir dessus. C'est un trait que j'avais tracé il y a extrêmement longtemps. C'est fou, c'est fou. Donc, je me demande si ça va aller plus bas ou pas. C'est vrai qu'en vue mois, ça fait peur, hein. PancakeSwap, depuis mai, voire même depuis février 2023, c'est assez vertigineux. On peut se demander si ça va pas aller beaucoup plus bas. En tout cas, je vais le surveiller assez régulièrement maintenant. Et enfin, le dernier de la liste pour aujourd'hui, ce sera Curve. Curve, ça fait très longtemps que je vous en parle. À 1$, je vous avais dit que c'était pas mal. Bon, il s'est avéré qu'il a beaucoup chuté. Il est à 50 centimes. Et là, on peut parler d'une zone historiquement basse. Vous voyez, ça fait depuis juin 2022 qu'il y va. Deux fois, du coup. Il y allait ici en novembre 2022, puis en janvier, après son petit rebond. Et là, on y retourne. Depuis, du coup, juillet, on est sur cette zone-là. Ça peut être intéressant aussi. C'est à surveiller de près. Et la ligne tout en bas que vous voyez aux 32 centimes, c'est une ligne qui évidemment est historiquement extrêmement basse. On l'a connue ici en octobre 2020. Donc ça fait presque 3 ans que Curve n'a pas été sur cette zone-là. Ça peut vraiment être intéressant. J'attends évidemment que le RSI baisse aussi. Donc quelque chose que je vais regarder quotidiennement. Voilà pour les analyses de projet. Maintenant, je vais aller regarder les actus. Déjà, on peut parler de Stellar et notamment de MoneyGram, parce que c'est MoneyGram ici, l'entreprise américaine. Qu'est-ce qu'ils font, MoneyGram?
eh bien, ils font du transfert de fonds. Donc c'est un partenaire de Stellar depuis déjà un certain temps. On a entendu parler de leur partenariat potentiel depuis 2021. Depuis un an, la passerelle entre les deux a été lancée, donc une passerelle qui permet de faire du crypto fiat. Et là, l'idée, c'est que Stellar a carrément pris en fait position dans MoneyGram. Position au sens il a acheté des actions, ce qui fait de lui une entreprise qui a officiellement la capacité de venir concurrencer Ripple sur le terrain des échanges transfrontaliers. Je trouve que c'est intéressant. Ça donne à Stellar du coup une autre dimension. Ça le fait vraiment avancer. Une autre dimension au sens de la perception que les gens, les investisseurs peuvent avoir de lui. Et ça donne de la concurrence à Ripple, ce qui à mon avis est une bonne nouvelle pour une raison simple, c'est que ça va favoriser les utilisateurs parce qu'il y aura du coup non pas un monopole, mais plusieurs entreprises, en l'occurrence là, deux duopoles, deux entreprises. Je pense que c'est bien et ça mérite clairement d'être mentionné. Donc Stellar, à suivre un petit peu, ils ont un token, il y a une vidéo qui a été faite sur la chaîne il y a déjà assez longtemps. À titre personnel, il n'est pas dans mes cryptos préférés non plus, mais voilà, je saurais que s'il performe à l'avenir, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Pour le moment, bon, on n'a pas de grosses performances dessus. On continue ici en Amérique avec la Fed qui s'attaque à une banque liée à FTX. Donc c'est intéressant parce que FTX, ça fait presque un an maintenant et on a encore des retombées. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la banque Moonstone fait l'objet d'une surveillance menée par la Fed parce qu'elle aurait reçu en mars 2022 un versement de 11,5 millions de dollars de la part d'Alameda Research à travers une de ses filiales qui s'appelle FBH Corporation. Et l'idée, en fait, c'est que la banque aurait modifié un business plan, son business plan, afin de s'orienter dans l'écosystème crypto sans en informer en amont la Fed. C'est-à-dire que ce n'était pas censé arriver. La banque n'était pas censée travailler avec des entreprises crypto, mais elle a eu une opération intéressante, c'est-à-dire qu'elle a eu une opportunité de gagner de l'argent facilement. On le voit ici. Elle a facilité l'émission de certains stablecoins en échange de 50% des frais de création et de suppression. Elle a en fait réalisé ces opérations, elle s'est permise de travailler avec des entreprises crypto sans en informer en amont la Fed, ce qui est bien évidemment une erreur qui est punissable, et donc la Fed enquête, il y aura certainement des conséquences. C'est quand même dingue que, presque un an après, on apprenne ce genre de choses. Maintenant que ça c'est dit, on va passer en Chine, du coup, on a une question portant sur le métaverse et le crédit social. Alors ça, c'est intéressant parce que la Chine, elle est plutôt fermée aux cryptos, même si elle est en train de se réouvrir, mais il y a un intérêt apparemment pour le métaverse. On a aussi cette notion que la Chine est quand même très orientée contrôle, et donc évidemment, on ne va pas laisser tout ça se développer n'importe comment. Et donc le gouvernement a fait des propositions à un organisme des Nations Unies pour que des mécanismes de type crédit social soient appliqués aux nouvelles technologies. Alors comment ça va se passer cette histoire? Eh bien déjà, il faut rappeler ce que c'est le système des crédits sociaux. L'idée, c'est qu'en fait, on a un système de surveillance et d'évaluation des citoyens chinois qui est mis en place par le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui existe. Donc il y a des notes qui sont accordées aux citoyens en fonction de la confiance qu'on a en eux et qu'on peut du coup leur porter. A l'inverse, il y a des mesures punitives pour ceux dont l'attitude s'écarte des normes attendues. Donc c'est effectivement extrêmement contrôlé, ça c'est quelque chose qui est connu. Et la question c'est comment on fait pour transférer ça dans le métaverse et quelles conséquences ça peut avoir. Eh bien tout simplement, les utilisateurs du métaverse seraient tous identifiés, donc il y aurait forcément un KYC à l'entrée, et leurs caractéristiques naturelles et sociales seraient répertoriées. Concrètement, ce qui existe dans la vie réelle serait transféré en termes d'informations dans le monde du métaverse. Ça va un petit peu plus loin, en tout cas c'est ce que nous dit l'article, c'est que la Chine voudrait façonner dès le départ la manière dont le métaverse sera adopté à l'international, c'est-à-dire qu'ils veulent exporter leur façon de faire, leur façon de noter les citoyens et de contrôler ce qu'ils font, ce qui s'y passe. Donc c'est pas forcément une très bonne chose. On savait qu'il y aurait évidemment des, entre guillemets, perversions de l'utilisation des réseaux Web3. On peut avoir cette interprétation-là ici, à voir comment ce sera considéré par les pays occidentaux notamment, parce que ça me paraît très improbable que ce soit accepté en France par exemple, ce genre de choses. J'imagine très très mal
la population française accepter ce genre de système. C'est très intéressant, donc évidemment, on va suivre ça aussi. Toujours en Asie, on va parler d'un échangeur, donc c'est Bitget, qui est lui implanté à Singapour, et qui va imposer des mesures plus importantes à ses utilisateurs en termes de KYC. Donc KYC, on vient d'en parler, c'est en fait tout ce qui va toucher à votre identité. KYC pour Know Your Customer, on en a déjà parlé. Un des intérêts de la DeFi, c'est justement de ne pas avoir cette contrainte-là. En revanche, pour des entreprises comme Bitget qui s'approchent plus ou moins d'une banque pour les cryptos, on va vers ces réglementations-là pour tout simplement continuer à exister, hein. C'est des choses qui sont entre guillemets normales, c'est la tendance dans laquelle on est. Et donc il va y avoir des restrictions plus importantes, des informations plus lourdes à transmettre, à voir ce que ce sera exactement. En tout cas, sachez que jusqu'au 1er octobre, l'échangeur va continuer à fonctionner comme c'est le cas actuellement, et qu'ensuite, pour ceux qui n'auront pas réalisé ce niveau 2 de KYC, eh bien, on ne pourra faire que des retraits, des annulations d'ordre et racheter des abonnements ou les clôturer. Ce ne sera pas possible de créer de nouvelles positions, d'avoir de nouveaux ordres. Donc tout ça est assez cohérent avec ce qui s'est passé déjà sur KuCoin et sur OKX, mais ça montre quand même la tendance et le fait que certains iront peut-être préférer les échangeurs décentralisés. Par contre, en tendance de long terme, c'est une bonne chose parce que ça va permettre d'attirer et de donner plus de confiance à un plus large pan d'investisseurs, que ce soit des investisseurs retail ou des institutionnels. En bref, maintenant, on va parler du Sultanat d'Oman qui ouvre un centre de mining à 370 millions de dollars. Donc parmi la liste des pays du Golfe, on a voilà, un certain entreprise qui se développe dans le mining. Et ici, c'est poussé par le gouvernement. Donc un nouveau centre de mining. Le but, c'est de développer cette activité. Je trouve que c'est assez intéressant, il faut le mentionner. Ils sont donc sur 11 MW d'électricité dépensée pour 2000 machines. C'est créé par une entreprise chinoise qui s'appelle Bitmain. Et le but, c'est d'aller jusqu'à 15 000 machines d'ici octobre. Donc vous voyez, c'est très très rapide. On comprend qu'il y a un vrai intérêt pour ça. Et donc, ça va dans le sens de faut pas trop s'inquiéter pour Bitcoin. Vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de pays à s'intéresser vraiment à cet actif-là. Et qu'il a toutes les chances en fait de repartir à la hausse, je pense, dans les prochaines années. Concrètement, on pourrait traduire ça par il se positionne pour le halving, hein. C'est pas du tout idiot de penser ça, et pour une potentielle nouvelle explosion du projet. C'est un peu ça qu'on peut entendre. Vous voyez, un point intéressant ici. Ensuite, on a Ethereum qui a dépensé 9 millions en financement de projet pour sa blockchain. Je trouve que c'est vachement bien. Donc c'est centré essentiellement sur la formation, l'éducation, mais aussi sur le développement de certaines fintechs, certains petits projets, et tout ce qui va toucher aux conférences. Donc on a l'ETH Rome, l'ETH Singapour, l'ETH Barcelone, et plus qui va toucher au développement continu des clients Nimbus et Lighthouse Ethereum. Donc 9 millions, c'est quand même considérable, c'est bien de le savoir. Sachez qu'il y a un rapport, hein, Ethereum qui est sorti le 15 août. Si vous êtes investi dedans, c'est quand même sympa de jeter un œil, d'aller voir un peu quels sont les chiffres, qu'est-ce qui se passe et vers où ils vont. Le marché des NFT qui n'intéresse plus personne, et oui, ça effectivement, hein, tout le monde s'en fiche. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que certains ont acheté des NFT très très chers, notamment ceux de Yuga Labs, hein, je vous en parle parfois, donc du token ApeCoin et des fameux Bored Ape Yacht Club. Donc ça valait extrêmement cher. Sachez que par exemple, celui-ci a été acheté 777 ETH et que la personne qui le possédait, donc c'est le numéro 8585, il a été vendu à 153 ETH. Donc le mec a fait une perte nette de 624 ETH. C'est énorme. Et surtout, ça traduit d'une perception qu'il a, qui est que le marché ne va pas remonter. En tout cas, pas dans un avenir suffisamment proche pour que ce soit intéressant. C'est triste d'en arriver là. C'est clairement prendre sa perte, mais extrêmement bas. Donc peut-être qu'il a besoin de liquidité, on ne sait pas exactement. Mais c'est extrêmement fâcheux. Et les conséquences de ça, en fait, c'est que certains collectionneurs vont se retourner contre l'entreprise et dire qu'il y a eu des activités de promotion trompeuse, qu'il y a eu des excès. Donc là, on parle ici aussi de Adidas, on parle de certaines célébrités qui ont acheté pour extrêmement cher ces NFT. Et donc vous voyez aussi ce qui se passe en fait quand la spéculation n'est plus là, et quand à l'inverse, des gens qui ont acheté cher se retrouvent dans des situations où en fait leur actif ne vaut
plus du tout ce qu'ils valaient au moment de l'achat, et qui ne savent pas quoi faire et qui se retournent au final contre l'entreprise. Mais ça peut aller dans une spirale qui est assez mauvaise. Et quand je vous dis que Epcoin, ça peut aller à 1 $, ouais, je pense que ça peut aller à 1 $, ça peut peut-être même aller plus loin en fait au vu de ces informations-là. Vous voyez, on est à 1,50, mais au vu de ce type de nouvelles, ça peut aller plus bas. Maintenant, la question c'est est-ce que on a la conviction que Yuga Labs va pouvoir rattraper la chose ou pas? Peut-être. Donc peut-être que pas du tout, mais peut-être que oui. Donc quand je vois ça, je me dis on va peut-être aller encore plus bas que 1 $, mais ça, je me dis pas que je vais pas en acheter. Vous voyez, je vais quand même réfléchir à la chose, malgré la situation qui est effectivement catastrophique. Et vu qu'on parle de NFT, c'est assez intéressant parce qu'on a un nouveau système qui est en train de se mettre en place avec Friendtech, donc on est au niveau des réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que je vous fais la comparaison avec les NFT? Parce que les NFT ont fait une hype énorme qui a attiré beaucoup de monde et qui a généré beaucoup de cash dans un certain temps. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec ce réseau-là. Donc je vais vous préparer un dossier dessus. Là, je vous montre juste l'article, mais il faut le temps que je puisse préparer quelque chose de propre et de solide. Ce sera une vidéo qui sera à part. Donc Friendtech, c'est une plateforme de réseaux sociaux décentralisés. Notez qu'en 24 heures, ils ont généré 1,12 million de frais, c'est énorme. Alors il faut savoir que sur chaque transaction, ils prennent 5%, donc c'est quand même énorme. Mais voilà, ils ont quand même généré 1,12 million. Normalement, si vous traînez un peu sur Twitter, vous en avez entendu parler, parce que je le vois un petit peu partout. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ce que c'est. C'est sur la layer 2 de Coinbase, donc Base, ce qui joue encore plus. Ça permet surtout en fait de rémunérer, enfin en tout cas de générer de l'argent pour les créateurs de contenu d'une façon qui est inédite. Je vais pas plus loin dans l'explication, il y aura une vidéo qui sortira dessus assez prochainement. Mais voilà, ils ont des chiffres assez faramineux pour le moment, et c'est quelque chose qui est à suivre. Sachez que certains se font déjà pas mal d'argent avec, mais que c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des tendances exponentielles, donc ça peut aller très très vite à la hausse comme très très vite à la baisse. Donc faites quand même attention avec ça, mais ça vaut le coup de se renseigner. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour les news aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.